Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour, c'est Juliette. J'espère que vous allez bien. Avez-vous pu prendre le temps d'écouter les légendes que j'ai explorées cet été ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous y replonger et à découvrir toutes les pépites qui existent sur nos territoires. L'histoire du jour est tirée de faits réels, dont je me suis inspirée pour imaginer ce récit. Pensez-y la prochaine fois que vous prendrez l'avion. Vous écoutez Rencontres surnaturelles. Épisode 23, vol de nuit. Tu n'as pas entendu quelque chose ? Non. Rico, rendors-toi. Rico soupira en regardant sa compagne se rendormir. L'avion volait quelque part au-dessus de la forêt amazonienne. Dommage qu'Aileen ne se soit pas réveillée. Fière descendante d'une famille mapuche, elle avait toujours été nostalgique de ses forêts natales et se sentait à l'étroit dans la ville. Après ses longues journées de serveuse au bar d'Orrego, sur la place la plus touristique de Buenos Aires, elle rentrait souvent au bord de l'asphyxie. Le manque de nature, le béton, le bruit, la foule compacte, tout cela l'oppressait. Rico lui jeta un long regard affectueux. Fille de chamane, sa destinée semblait toute tracée. Mais leur rencontre et leur coup de foudre avaient tout bouleversé. Il se souvenait de leurs adieux déchirants lorsqu'il avait dû repartir à Buenos Aires. Elle avait espéré qu'il laisserait tout tomber pour rester avec elle, mais c'était impossible. Sa fille Loretta l'attendait, ainsi que la maison héritée de ses parents, et la petite librairie qu'il avait développée avec amour depuis 10 ans. Donc il était rentré à Baires, la mort dans l'âme, luttant pour mettre de côté tout ce qui aurait pu être. Heureusement, Aileen n'avait pas résisté longtemps. Pour elle, les esprits l'avaient placée sur sa route. Ils avaient toute une vie à mener ensemble. Alors elle avait sacrifié sa campagne et ses rivières pour le suivre, débarquant un matin sur le pas de sa porte. Aileen, qu'est-ce que tu fais là ? Cela faisait 6 ans qu'ils vivaient ensemble. Ils venaient tout juste de se marier, et ce voyage à New York était un cadeau de leurs proches. Leur balade matinale au marché de San Telmo allait lui manquer. Déguster un fruit mûr, marcher main dans la main en flânant parmi les étals des antiquaires et parcourir les vieux bouquins était un moment qu'il attendait toujours avec impatience. Il sourit intérieurement. Il avait toujours eu du mal avec les changements soudains. Rico, sois pas si rigide. La vie est une surprise. Elle t'amène là où tu dois aller. Si tu restes sans bouger, tu vas rater bien des choses. Je n'aime pas les surprises, tu le sais bien. J'aime connaître ce qui m'entoure. La stabilité me rassure. Mon angoisse est chronique. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que tu appelles la sécurité, ce n'est que du sable fin qui coule entre tes doigts. Tout peut nous être enlevé demain. Alors autant vivre, essayer, tout tenter. La vie tend parfois des cadeaux à bout de bras qu'on refuse. Je vais faire un effort pour les accepter alors. Un coup lointain le ramena à la réalité, le tirant de sa demi-somnolence. Son cœur battait à tout rompre. Il se tendit aux aguets. Il se redressa, mal à l'aise, et regarda autour de lui. Personne ne semblait entendre quoi que ce soit.
Il hésita à réveiller Aileen. Nouveau coup, plus étouffé, mais cette fois il était sûr de lui. Il s'apprêtait à poser la main sur l'épaule de sa compagne quand il perçut du mouvement 3 rangées plus loin. Une femme âgée s'était levée à demi et scrutait l'espace autour d'elle. Après un long moment, elle se tourna vers lui. Dans son regard, il comprit qu'il n'était plus le seul à percevoir ce bruit étrange. Oh mon Dieu, vous avez entendu ça? Oui, ça fait une bonne demi-heure que ça a commencé. Qu'est-ce que c'est? J'espère que l'avion n'a pas de problème. Non, je ne pense pas. Ça n'a pas l'air d'être mécanique. On dirait quelqu'un. Oui. Je n'osais pas le dire. Là. Je suis sûre que c'est un appel humain. Le mari de la vieille femme et un autre passager, un militaire, se levèrent l'air inquiet et s'approchèrent. Vous avez entendu, vous aussi? L'homme en treillis se redressa. C'est du morse. Ça fait un moment que j'écoute, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que ça dit? Je ne suis pas tout à fait certain. Ça fait longtemps. Je suis un peu rouillé. Laissez-moi écouter. Ils attendirent immobiles les nouveaux coups qui ne tardèrent pas à arriver. Oui, c'est régulier. Toujours le même espacement. Il me semble que c'est un SOS. Oh, vous êtes sûr? Pas à 100%, mais ça y ressemble. D'où ça vient, à votre avis? On dirait que c'est sous nos pieds, mais il n'y a rien là-dessous. Rico fronça les sourcils d'un air songeur. Normalement, il ne devrait y avoir personne. Sauf la soute. Vous pensez à ce que je pense? Un passager clandestin? Ouais, j'en ai bien peur. On ne peut pas le laisser là-dessous. Il est peut-être en danger. Ouais. Si c'est un migrant, il n'a rien à faire sur le sol américain. Il y a déjà assez de mendiants à New York. Le mieux serait qu'on le retrouve et qu'il soit pris en charge à l'arrivée à JFK. Rico se crispa. Les relents xénophobes de l'homme le dérangeaient profondément. Je pense que s'il est dans cette situation, c'est qu'il n'avait pas le choix. On ne fuit pas un pays par opportunisme. Le plus souvent, les clandestins voyagent dans des conditions ignobles. Ils fuient une mort certaine ou une situation intenable. Le militaire haussa les épaules désabusé. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. J'espère que vous n'aurez jamais besoin d'aide. Qu'est-ce que vous entendez par là? Une paume rassurante se posa sur le bras de Rico. Il sentit la présence d'Aileen à ses côtés. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle posa une main sur son ventre arrondi et contempla le petit groupe, ressentant la tension palpable entre les deux hommes. Le militaire recula méprisant. Évidemment, il sort avec une indienne. Qu'est-ce que tu as dit? Putain d'étranger. Rico allait lui flanquer son poing dans la figure, mais les coups retentirent plus fort et Aileen se figea blême. Aileen, chérie, ça va? Elle avait les yeux exorbités, ailleurs. Il s'approcha, posa ses mains sur ses épaules. Elle vibrait d'une énergie étrange. Rico, il a besoin d'aide. Il faut qu'on descende. Qu'est-ce qu'elle a, votre femme? Sa femme, comme vous dites, va très bien. Je suis une descendante des chamans Mapuche. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans la soute de cet avion. Mort, je dirais. Je reçois un appel à l'aide, comme une urgence. Vous êtes sérieuse, là? J'arrive pas à croire qu'il laisse monter des tarés pareils. Je savais que j'aurais dû voyager avec une compagnie américaine. Rico s'apprêtait à répliquer, mais Aileen le retint. Laisse, il n'en vaut pas la peine. On a plus urgent à faire. La femme âgée, qui s'était fait discrète jusque-là, s'avança, suivie de l'autre passager. Comment peut-on vous aider? Je ne crois pas aux fantômes, mais si quelqu'un a besoin d'aide, il faut intervenir. Le militaire leur jeta un regard dédaigneux, puis tourna le dos en ricanant. Je vous souhaite bien du plaisir là-dessous. Je m'appelle Suzanne. Voici John, mon époux. Et vous? Aileen. Et voici mon mari, Rico. Est-ce que vous savez où se trouve la soute? Il me semble avoir vu une trappe près des toilettes. On peut demander à une hôtesse. Le groupe s'avança aussi discrètement que possible. Effectivement, au niveau des toilettes, une trappe métallique se trouvait sur le côté. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez à vos places, une zone de turbulence est annoncée. Une hôtesse d'une 30aine d'années, les bras croisés, les contemplait, l'air sévère.
Bonjour. Nous pensons qu'il y a un problème dans la soute. Un problème? Oui. On a entendu des bruits. Des coups réguliers. Un des passagers connaît le morse. Il pense que c'est un SOS. L'hôtesse perdit peu à peu son air agacé. Oui, je vois de quoi vous parlez. Les bruits, je les entends à chaque fois sur cette ligne et cet horaire. Et vous ne savez pas d'où ça vient? Croyez-moi, on a cherché. La première fois, on a fait demi-tour. L'avion a été fouillé de fond en comble. La soute vidée, 5 heures de retard. Un chaos total. Tout ça pour rien. Vous n'avez rien trouvé? Non, pas la moindre présence. L'avion est reparti, et à mi-chemin, ça a recommencé. Les passagers étaient affolés. Certains ont évoqué le mot « fantôme ». D'autres ont dit que l'avion était maudit. Ça se produit à chaque fois. Toujours la même ligne, la même destination, le même horaire. Oh, c'est dingue. Bon, des experts sont intervenus et ont parlé de problèmes d'air mal pressurisé qui donneraient cette impression de coup. Je crois que je vais retourner à ma place. Je ne vois pas ce que je peux faire contre une canalisation en panne. Oui, moi aussi. Bonne continuation, vous deux. Rico et Aileen, main dans la main, les regardèrent partir. Entre nous, je comprends. Vous ne voulez pas effrayer les passagers. Avoir un fantôme qui hante un vol de ligne, ça fait mauvais effet. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Ma mère et ma grand-mère étaient mapuche. Nous savons parler et guérir les esprits, qu'ils soient dans ce monde ou l'autre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui souffre et qui appelle à l'aide. Je n'ai pas besoin d'entendre les coups. Sa douleur est dans mon cœur. Vous êtes médium? C'est le mot que vous employez dans votre culture. Je suis plutôt guérisseuse. J'aide les vivants comme les morts à avancer. On n'a jamais eu de médium à bord. La compagnie ne voulait pas creuser plus. Mais je comprends ce que vous dites. Chaque fois que j'entends ces coups, ça me serre le cœur. Je pense que vous êtes sensible, vous aussi. Comment vous appelez-vous? Marianne. Moi, c'est Aileen, et voici mon mari, Rico. Marianne, ce qu'on va vous demander sort du cadre, mais il faut qu'on le fasse. Pouvez-vous nous ouvrir la trappe de la soute pour qu'on jette un œil? Tu es sûr? Avec le bébé? C'est risqué. Aileen échangea un sourire complice avec Marianne. Il ne croit pas à tout ça. Rico est quelqu'un de tout à fait cartésien. Il tolère mes lubies, mais il n'arrive pas à se dire que c'est réel. Laisse-moi y aller. Je vais regarder rapidement. Si je vois quelque chose ou quelqu'un, je t'appelle. D'accord? Pardonne-moi, Rico, mais tu ne vas rien trouver. Cet esprit a besoin de parler à quelqu'un qui peut l'entendre et le voir. Il attend depuis assez longtemps, et il sait que je suis là. C'est pour ça que les bruits sont si forts ce soir. Oui, ce n'est pas habituel. Écoutez, ça va peut-être me coûter mon travail, mais... D'accord. Soyez discrets et ne traînez pas. Marianne vérifia que personne ne les observait, sortit un passe et ouvrit la trappe. Une échelle descendait dans la soute. Il n'y a pas de lumière en bas? Il y a un éclairage de secours. Il s'allumera à votre passage, mais ce sera sombre. Rico descendit le premier, puis aida Aileen à le rejoindre. Doucement. Sois prudente. Voilà. Pose bien ton pied. Tu y es. Dans la soute, les ampoules diffusaient une lumière glauque. L'espace était encombré de bagages. Ils se turent pour écouter, mais plus un bruit. Pas le moindre choc. Tu es sûr de toi? Ça confirme peut-être l'hypothèse du problème d'air pressurisé? Ce sont des bêtises. Il est là, juste devant. Il a peur. Il? Oui, c'est un homme. Je le sens maintenant. Un jeune homme. Je perçois son énergie dans le coin le plus sombre. Il est terrorisé. Laisse-moi aller le voir seul. Il sera rassuré. D'accord. Mais sois prudente. Et ne traîne pas. Elle s'avança avec précaution vers l'arrière de la soute. Plus elle progressait, plus elle ressentait une tristesse infinie, une attente. Cet homme avait quelque chose à dire, à transmettre. Et le fait que personne ne l'entende le désespérait. Elle s'arrêta, là où sa présence se faisait la plus forte, et s'assit sur le sol. L'avion commençait à bouger dangereusement, annonçant la zone de turbulence. Dépêche-toi, chérie. C'est dangereux de rester là.
Aileen fit le vide, cherchant le calme pour laisser son esprit rejoindre l'autre monde. Quand elle ouvrit les yeux, la soute baignait dans une lumière grisâtre, presque dense. Devant elle se tenait un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, portant de longs cheveux bruns et de grands yeux apeurés. Bonjour. Je suis là pour vous aider. Vous me voyez? Oui, bien sûr. Est-ce que je suis mort? J'appelle, mais personne ne me répond. Je me retrouve ici, encore et encore. Oui. Je suis désolée. Vous êtes décédé. Vous souvenez-vous de ce qui vous est arrivé? Je devais aller à New York. Je n'avais pas l'argent pour un passeur ou un billet. J'ai suivi un agent de nettoyage et je me suis caché dans la soute jusqu'au prochain départ. Une secousse plus forte fit plonger l'avion. Aileen sentit son estomac remonter dans sa gorge. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'avais froid. Très froid. L'avion bougeait, vibrait. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai tapé pour qu'on m'entende, mais personne n'est venu. Après, je me suis endormi. J'avais trop froid. J'ai arrêté de respirer. Je suis mort. Je suis perdu. Comment t'appelles-tu? Eduardo. Eduardo, il ne faut plus rester ici. Tu sais que tu es mort maintenant. Je t'ai entendu. Je t'apporte mon aide. Mais il vaut mieux quitter l'avion. Ce n'est pas un endroit pour toi. Je ne peux pas, je n'ai pas pu faire ce que j'avais à faire. Je devais aller à New York pour voir ma sœur. Elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Les médecins disent que c'est un cancer. Je devais la rejoindre pour l'aider à rentrer à la maison. Les Blancs ne savent pas soigner le corps et l'esprit comme il faut. Elle doit voir le chaman de notre clan. Tu es Mapuche? Oui. Eduardo, si je te promets de prendre soin de ta sœur, de faire les prières et rituels nécessaires, tu me promets de partir? Il la regarda hésitant. Rassure-toi, je suis descendante de chaman. Je connais les cérémonies de guérison. Je les ai souvent pratiquées avec ma mère. Vous feriez ça? Oui, mais promets-moi de partir. Je n'ai plus rien à faire ici. Il tendit la main et elle vit un petit objet briller à ses pieds. Elle ramassa un pendentif. À ce moment, l'avion plongea à nouveau. Aileen fut projetée au sol, poussant un cri de douleur. Une valise tomba près d'elle, manquant de la blesser. Elle leva la tête et vit une montagne de bagages penchée dans sa direction. Elle allait fermer les yeux quand la main forte de Rico la tira vers lui, l'aidant à se relever. Je te tiens. Viens, on sort d'ici. Elle hocha la tête et ils coururent vers l'échelle. Avant de remonter, Aileen jeta un dernier regard à la soute désormais vide. Eduardo avait disparu. À leur retour, Marianne les pressa de regagner leur place. Le signal d'attache des ceintures brillait dans la cabine. Tu m'as fait une peur bleue, Aileen. Je suis désolée. Je devais l'aider. Mais c'est bon, il est parti. Je suis soulagée pour lui. Aileen lui raconta ce qu'elle avait découvert et lui montra le petit collier qu'elle avait récupéré dans la soute. Ensemble, ils l'observèrent minutieusement. Le pendentif en forme de cœur s'ouvrit. À l'intérieur, une photo montrait une jeune femme souriante. Son nom, Alina, était gravé élégamment sous le portrait. De l'autre côté du pendentif, un bout de papier tracé à la main indiquait une adresse à New York. Rico et Aileen se regardèrent déterminés. Ils savaient désormais où ils devaient se rendre pendant leur voyage de noces. Chérie, tu sais, quand on rentrera, je pense que tu ne devrais plus refuser ta place de chaman. Il y a toute une communauté mapuche qui a besoin de soins à Baerès. Je pense qu'on m'a montré le chemin pour que je trouve ma place. Je ne suis pas aveugle.
Je sais que je ne suis pas complètement à l'aise en ville et que mon boulot de serveuse ne me plaît pas vraiment. Il est temps que je me retrouve moi-même. Et on va commencer par aller aider cette femme, Alina. Aileen ferma les yeux. Elle sentit comme un poids immense quitter ses épaules. Elle avait l'impression d'avoir retrouvé son équilibre, son souffle. Oui, Rico avait raison. Elle avait nié qui elle était depuis bien trop longtemps. Désormais, elle était prête à reprendre sa place. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'en parler autour de vous ou de laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre appli d'écoute. Je vais maintenant laisser mon amie Azilis, avec qui je chante dans le trio Ava, interpréter la chanson de fin. Il s'agit d'un poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, qu'elle a brillamment mis en musique. Azilis est accompagnée à la guitare par Monsieur Ston, qui avait participé à l'épisode 7, La mémoire du volcan. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, on part en Irlande, au château de Gormanston, en proie à une étrange légende et à des visiteurs pour le moins étonnants. À très vite.